Chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir non seulement nos amis qui nous font l'honneur de venir régulièrement, mais aussi un certain nombre de personnes distinguées. Elles sont au nombre de 10. Elles sont ici pour la première fois. Je vais les citer dans l'ordre alphabétique pour qu'il n'y ait aucun problème de précédence. Docteur Halim Abdallah. Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Jesus Santos Aguado. Merci. Docteur Nadia El Sheikh. Monsieur Bassam Daher. Madame Doris Fallah. Madame Jacqueline Fares. Monsieur Marc Flamand. Le professeur Antoine Gédéon. Monsieur Nabi Haddad. Et le professeur Roland Prince. Je ne suis pas professeur. Monsieur Roland Prince. In progress, ça va bien. Merci. Et pour mieux vous entendre et ne pas vous gêner, je vais mettre en silence mon cellulaire. De la sorte, nous pourrons écouter notre éminent conférencier. Puisque nous parlons de Dr Georges Haddad, laissez-moi vous dire que j'ai beaucoup insisté pour que Dr Georges Haddad accepte de venir nous entretenir de Serge Rachmaninov. Dr Haddad est très connu dans le milieu musical, dans le milieu des conférences musicales. Il a un certain nombre de personnes qui sont ses followers, comme on dit. Et la preuve, c'est qu'il est venu ici aujourd'hui avec une dizaine d'invités. Le Dr Georges Haddad est aussi l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont le dernier se passe en Espagne. Et donc, il réunit les qualités à la fois scientifiques, mais aussi il a une fibre littéraire et des connaissances musicales extrêmement impressionnantes. Je le remercie d'être venu ici. Sachez que la rencontre est enregistrée sur vidéo. Elle sera publiée sur YouTube. Il s'agit évidemment aujourd'hui de Serge Rachmaninov. C'est un compositeur qui est particulièrement cher à mon cœur. À 9 ans, j'ai été à Damas pour la première fois de ma vie. J'ignorais tout de la Syrie de l'époque. Il est vrai que c'était d'autres temps. Et je me souviens avoir acheté à Baptouma un micro-sillon, un 33 tours, le second piano concerto de Rachmaninov, avec au piano Mouralim Pani. Et depuis, chaque fois que j'entends ce second piano concerto, ma femme ici présente est témoin. Non seulement je suis ému et j'ai les larmes aux yeux, mais je me dis, mon Dieu, la dépression peut parfois déboucher sur des morceaux d'une très belle beauté, d'une très grande beauté et d'un génie absolu. Il faut donc souffrir pour faire beau. Il faut souffrir pour faire aimer. Il faut souffrir pour rendre les choses à la portée
de la compréhension de tout le monde. Au Liban aujourd'hui, nous souffrons tous et nous avons l'espoir qu'avec la musique, avec ce que vous allez nous dire, monsieur le docteur, le professeur Haddad, nous allons, Inch'Allah, construire un univers qui ressemble à la beauté de la musique dont vous allez nous parler. Ahlan wa sahlan. Je voudrais commencer par vous remercier pour votre invitation et pour vous remercier pour vos très jolis mots. Maintenant, beaucoup de gens vont comprendre ce que je vais dire dans la phrase qui va suivre. Pour les autres, je vais expliquer. Nos émotions sont synalagmatiques. Alors, pour ceux des gens qui ne sont pas avocats, synalagmatique, ça veut dire que c'est un contrat dans les deux sens. Un très grand merci, je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être avec vous. J'ai pu compter 2 personnes qui ne parlent pas peut-être très bien le français. Et s'il y en a plus, je ferai ma conférence en bilingue. Sinon, je me contenterai du français parce que le reste est écrit en anglais et vous pouvez le lire. Je le fais en français sans traduction. Et je voudrais aussi remercier Myriam pour sa présence et pour son aide. Madame Rassi, un très grand merci. Merci à tout le monde. On va débuter. Je peux vous demander de s'éteindre les lumières, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec Rachmaninoff. Et ce qu'on écoute in the background maintenant, c'est la vocalise de Rachmaninoff. Je voudrais que vous fassiez attention à sa pose. La main comme ça, avec le livre dans sa main. Et maintenant, je vais vous faire voir un film muet pris par Rachmaninoff et qu'on a trouvé dans ses archives. Alors ça, c'est Sergei Rachmaninoff. C'était un grand homme, comme vous voyez, il est là sur le bateau. Et vous allez voir qu'il est au moins 1 demi-mètre plus grand que tout le monde. Là, il est avec sa fille, Irina. Mais en ce temps-là, on pouvait se permettre de fumer en public. Je trouvais que c'est très beau, cette danse qu'il fait avec ses enfants. Et ça, c'était dans la propriété Ivanka, dont on va parler tout à l'heure. Rachmaninoff, le dernier des romantiques. Et c'est lui-même qui s'était défini comme je suis le dernier des romantiques. Et il vient d'une grande lignée de pianistes romantiques, dont bien sûr Chopin et Liszt. Nous allons voir qu'il a beaucoup de choses en commun avec Liszt. Alors, Maître Najar l'a introduit comme Sergei Rachmaninoff, parce qu'il est né en Russie, et ça c'est sa signature. Mais on écrit son nom de plusieurs façons différentes. Alors lui-même s'est toujours appelé Serge Rachmaninoff, parce que le français était la langue de la culture. Rach, en français. Comment? En français, Rach. Non, lui il disait peut-être Rachmaninoff, parce que je ne suis pas sûr. C'est la prononciation, je ne suis pas sûr. Alors maintenant, on va voir la lignée de Rachmaninoff, parce que ça c'est très important. D'où est-ce que ce génie-là a pu naître? Le premier musicien qui a écrit de la musique occidentale en Russie, c'est Glinka, comme vous voyez ici en haut. Et puis il a été suivi par d'autres médecins et que par d'autres musiciens, comme Borodine, comme Cui, Tchaïkovski, Scriabine, Stravinsky. Et pour pouvoir comprendre exactement d'où la musique de Rachmaninoff vient, il faut faire
l'arbre généalogique de cette musique-là. Et vous voyez sur cet arbre généalogique, nous avons deux côtés. Du côté droit, j'ai écrit ici, c'est la musique traditionnelle. Ce sont des amateurs de musique occidentale qui ne sont jamais allés au conservatoire, qui ont commencé à écrire de la musique traditionnelle avec un mélange de la musique occidentale. Alors on les a appelés, eux se sont appelés The Mighty Five, les grands cinq, parce qu'on avait écrit un article contre eux en se moquant un peu de cette appellation-là. Donc ils se sont appelés The Mighty Five, les grands cinq. Et ces grands cinq, il y avait Balakirev, qui lui avait étudié les mathématiques. Nous avons ici avec nous un professeur de physique, parce qu'il avait fait de la mathématique. Cui, qui était dans la carrière militaire. Il y avait Borodine, qui avait fait de la médecine, donc on peut se parler. Mouzorski, qui était dans le corps des cadets de la marine. Et puis il y avait en fin de compte, vous pouvez le voir, Rimsky-Korsakov au milieu. De l'autre côté complètement, il y avait les compositeurs qui étaient allés au conservatoire, qui avaient fait de la musique savante, donc au conservatoire. La personne la plus importante, c'est Tchaïkovski. Alors, qu'est-ce que Rachmaninov va faire? Rachmaninov est là. Rachmaninov va prendre des deux. Il va être éduqué par Tchaïkovski, mais aussi par les descendants de Rimsky-Korsakov. C'est pour ça qu'il va allier en lui-même la musique savante occidentale et la musique russe traditionnelle. Et si vous voyez avec lui, il y a Scriabine, qui est mort trop tôt, et lui, il avait pris une toute autre tangente que Rachmaninov. Il avait écrit de la musique très moderne, mais je vous conseillerais de l'écouter à vos moments perdus parce qu'il vaut la peine d'être écouté. Alors, on avait demandé à Rachmaninov un jour, dans le programme que vous avez joué, il n'y a rien de moderne, parce que lui, il était un compositeur du XXe siècle. Il leur a dit, je ne peux pas me cacher, c'est très simple, je ne comprends rien à la musique moderne. Et c'est ce qui a fait en fait que beaucoup de critiques ne l'ont pas apprécié. Parce qu'il n'était pas comme les autres modernes. Il n'était pas le Stravinsky, il n'était pas le compositeur de la dissonance. Okay? Et dans le Grove Dictionary of Music, Music and Musician, on dit de lui que sa musique est monotone, qu'elle est ennuyante et qu'elle ne va pas tarder à péricliter. Et ça, c'est dans un dictionnaire qu'on a vendu partout dans le monde, le dictionnaire le plus important. Bien sûr, il y a eu des gens qui l'ont compris, et le critique d'art, Harold Schoenberg, qui était critique d'art au New York Times, a écrit tout ça, c'est de la foutaise. La musique de Rachmaninov est là pour durer. Et il a dit, si elle n'était pas là pour durer, pourquoi est-ce qu'on la joue encore? Pourquoi est-ce qu'on l'écoute encore? Donc il y avait ses détracteurs, il y avait aussi les gens qui étaient de son côté à lui. Alors si vous voyez le titre de ce livre-là, c'est Rachmaninov, composer, pianiste, conductor. C'est Waha, Yes, Abou Fouad. Et lui-même a dit, j'ai essayé de ferrer 3 lièvres, compositeur, chef d'orchestre, pianiste. Aurais-je réussi un jour à avoir l'un de ces lièvres-là? Et il dit lui-même, les critiques n'ont jamais compris. Quand je jouais du piano, il disait c'est un chef d'orchestre. Quand j'écrivais, il disait c'est un pianiste. Mais le public, lui, il m'a adoré et je l'ai adoré. Alors j'espère qu'à la fin de ce moment que nous avons ensemble, vous allez aimer, pour ne pas dire adorer, Rachmaninov autant que moi et Maître Najjar on l'aime. On dit qu'il pouvait tout faire. Il pouvait écrire de la musique, il pouvait diriger l'orchestre, mais aussi il avait une mémoire époustouflante. Il lui suffisait d'écouter une symphonie. Il pouvait vous la retranscrire 1 an après. C'est ça sa mémoire. On a dit que quand il interprétait
un morceau classique, c'était comme si Dieu le Père l'interprétait. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Et un jour, on a demandé au grand pianiste Arthur Rubinstein, le compositeur, qui était le plus grand pianiste du temps. Il a répondu, je crois, Horowitz. Et quand on lui a dit, mais Rachmaninoff, il a dit, ah non, Rachmaninoff, c'est Dieu. Donc, vous voyez, il dit, Rachmaninoff wasn't a pianist, he was God. Alors, vous voyez combien il était grand. Ça, c'est une aile d'avion. Et ce monsieur-là n'est pas un nain, c'est un monsieur normal. Donc, il avait au moins un pied de plus que la plupart des gens. Et sa tête dépasse le niveau de l'aile de l'avion. Ce qui va faire qu'il avait aussi de grandes mains. La main du pauvre Scriabine là-bas, parce qu'il était petit Scriabine, c'était une octave, 8 notes. La main de Rachmaninoff, c'était 13 notes. Aussi grande que la main de Liszt. Je vous ai parlé qu'il y avait une certaine descendance entre Liszt et lui. Donc il a pu écrire des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas jouer. C'est un tout petit peu comme Liszt écrivait de la musique que personne ne pouvait autre que lui. L'homme et le musicien, c'était un paradoxe, c'était une énigme, parce que sa musique était très romantique, mais lui, il jouait d'une façon très blasée, et sa vie privée était sa vie privée. Il ne l'a donnée à personne, il ne l'a partagée avec personne, sauf qu'il faut dire que ce monsieur-là, qui ne partageait rien avec personne, a fait des concerts pour l'effort de guerre, pour aider les Russes. Et quand Scriabine est mort prématurément, il a fait une tournée dont tous les dividendes ont été payés à la femme de Scriabine pour l'aider à survivre. Et quand les bolcheviks ont pris la Russie, il a continué à envoyer de l'aide à tous ses amis en Russie. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas seulement un grand musicien, c'était aussi un grand cœur. Les deux personnes que vous voyez à votre droite, ça c'est ça c'est le cercle du printemps. Stravinsky, merci. C'est Stravinsky et Nijinsky. Petit fluet, Nijinsky qui fait du ballet. Ces deux géants-là, ça c'est Rachmaninoff, et ça c'est le ténor, le basse, je veux dire, le basse Fyodor Chaliapin. Et je vais vous faire écouter des enregistrements de Chaliapin qui chantent du Rachmaninoff. Donc on a là-bas deux elfes qui vont danser, qui vont faire le cercle du printemps, et là deux géants. Et quelqu'un qui parlait de Rachmaninoff, il disait c'est 6 pieds 6, il y a 2 mètres et quelques, 6 pieds 6 de Russian gloom, de dépression russe. D'accord? Et regardez ces deux-là, parce qu'on va en parler. Chaliapin est toujours souriant, Rachmaninoff est toujours taciturne. Mais Rachmaninoff a bravé les siècles. Quand on a un CD qui s'appelle Rachmaninoff au cinéma, on sait que sa musique a duré depuis. Elle a duré dans beaucoup de films. Et ça, il y a une vingtaine de films qui ont pris la musique de Rachmaninoff. Et ça, c'est seulement quelques-uns de ces films-là. Le film le plus important, on l'écoutera tout à l'heure, on le verra tout à l'heure. Alors, maintenant, on va commencer l'histoire de la vie de Rachmaninoff en musique. Alors, vous vous rappelez la pause? On le retrouve à l'âge adulte dans la même pause. Rachmaninoff est né en Russie, sous l'Empire russe, à Semyonov, en 1873. Il est né là. Vous voyez, il est né là en Russie. Il est mort à l'âge de 70 ans, en 1943, à Beverly Hills, sur l'autre bout du monde. Quand il est né, c'était Alexandre II qui était tsar de toute la Russie. Et à sa mort, c'était Staline qui commandait sur toute cette terre brûlée. Donc c'est quelqu'un qui a fait le pont entre les siècles, le 19e et le 20e siècle, qui a fait le pont entre le calendrier julien orthodoxe et le calendrier grégorien du futur, qui a fait le pont entre la Russie et les États-Unis.
Il faut seulement lui, né en 1873, donc quelques années avant, en 1861, les serres étaient affranchies. Et ça, c'était très important parce que quand les serres ont été affranchies, son père a perdu beaucoup d'argent. Alors Rachmaninov a commencé ses leçons de piano à l'âge de 4 ans. Et on sait parce qu'on a une lettre ici de sa nounou qui lui dit: tu te rappelles quand tu avais 4 ans et quand ta mère allait en ville, tu faisais semblant d'être malade pour rester à la maison et tu me demandais de te chanter ce que ta mère chantait le jour d'avant quand je l'accompagnais au piano. Et que tu te mettais au piano et que tu jouais sans aucune fausse note la mélodie que personne ne t'avait appris. Tes mains étaient trop petites pour faire tous les accords, mais il n'y avait pas une note de faux. Donc là, à l'âge de 4 ans, ce petit garçon qui joue entend sa mère chanter, accompagné au piano par sa nounou, et quand la mère s'en va, il demande à la nounou de chanter pour qu'il puisse l'accompagner. Alors qu'est-ce que sa mère va faire? Elle va envoyer chercher de Saint-Pétersbourg cette dame-là qui est en noir, qui avait fini ses études de piano, qui a commencé à lui enseigner le piano à l'âge de 4 ans. Puis son père va perdre tout son argent. Ils vont être obligés de quitter leur grand domaine à Semyonov pour aller s'installer dans un petit appartement à Saint-Pétersbourg. Et Rachmaninov lui-même dit: c'est seulement quand mon père a perdu au jeu tout ce qu'il avait, et ces 5 grands domaines, qu'il a accepté que je devienne musicien. Parce qu'avant, il devait faire une carrière militaire. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Le fait que son père n'ait pas pu survivre a fait que Rachmaninov a pu faire ses études de musique. Maintenant, je vais parler un tout petit peu des influences sur la musique de Rachmaninov. L'influence primaire de la musique de Rachmaninov, c'était les cloches des églises en Russie. Il dit qu'on ne pouvait pas échapper aux cloches. On les entendait quand on était heureux, on les entendait quand on était malheureux, on les entendait au mariage, on les entendait aux enterrements. Et je vais vous faire écouter The Bells, qui est une cantate chorale. Lui, on va pas seulement faire ce qu'on connaît, on va faire beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Alors, je vais vous faire écouter The Bells, qu'il a écrite à l'âge de 40 ans, quand il était dans son domaine, Ivanovka. On vous parlera du domaine tout à l'heure. Et c'était une de ses pièces préférées. Quand on lui demandait quelle est votre pièce préférée que vous avez composée, il disait The Bells. Mais elle n'est pas très, très souvent jouée. L'histoire est intéressante parce que Rachmaninov était en voyage en Italie. Il reçoit une lettre anonyme avec une traduction en russe du poème de Edgar Allan Poe, The Bells. Et avec une lettre qui lui dit: je crois que ça serait bien s'il pouvait la mettre en musique. Alors lui, il s'installe à Rome, sur le même pupitre que Tchaïkovski avait utilisé quand il avait fait son pèlerinage à Rome. Il écrit The Bells. Et c'est seulement après sa mort qu'on s'est rendu compte que c'était une de ses étudiantes au conservatoire qui avait un crash sur lui, qui avait envoyé ça. Donc on lui a dit que lui, il écrit ça. Il a écrit à l'âge de 40 ans, comme je vous ai dit. Et je voudrais que vous fassiez attention au English Horn, le corps anglais qui va jouer au début. Et il va jouer un motif qui s'appelle le Dies Irae, dont on va parler. Dies Irae, c'est jour de colère. Alors faites attention à ça. Maintenant, on commence la musique.
voyez l'anxiété russe, la dépression russe, avec les cloches. Alors, des influences. On a parlé de l'influence des cloches. Tchaïkovski était une très grande influence sur Rachmaninoff. Donc, on va parler de ça aussi. Il y a les chants orthodoxes russes, mais il y a aussi le DSLE dont vous avez parlé, le DSLE qui est un jour de colère. Et je vais vous le faire écouter parce que Rachmaninoff va utiliser le DSLE dans un tiers de ses compositions. He's going to use this music in 1/3 of his compositions. Donc c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. C'était comme son leitmotiv personnel. Il le mettait un peu partout au DSLE. Et c'est ça, c'est un chant de Alors, le DSLE a été utilisé par plusieurs compositeurs, de Berlioz à Liszt, à Mussorgsky. Mais si on regarde la liste des compositions que Rachmaninoff les a utilisées, regardez combien, ce n'est pas fini. Et vous vous rappelez la photo que je vous ai voir avec Chaliapine et Rachmaninoff? Et ça m'a fait penser à une pièce d'Antoine Tchekhov, L'Oncle Vania, où Hélène a dit « Quel beau jour, n'est-ce pas ?» Et lui qui lui répond « Un beau jour pour aller se faire pendre. » Alors on va voir avec Rachmaninoff que chaque fois qu'il y a un beau jour qui pointe, on va aller se faire pendre quelque part, dans la même pièce de musique. Alors Rachmaninoff rentre au conservatoire à Saint-Pétersbourg, mais il est trop avancé pour le reste, mais il s'ennuie. Et il fait les 400 coups, et sa mère va demander à un étudiant de Liszt, Silotti, qui était son neveu, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, mettez-le dans le conservatoire de Moscou. Donc le conservatoire de Saint-Pétersbourg, il va aller à Moscou au conservatoire. Et ça, c'est Silotti, Alexandre Silotti, qui va être toujours ami avec Rachmaninoff, qui était le neveu de sa maman, et qui va en fait diriger certaines des œuvres de Rachmaninoff. Et Rachmaninoff, en 1885, va à Moscou tout seul, et comme il est seul, il va aller étudier avec un certain Nicolas Zverev. Je vais vous parler un peu de ce Nicolas Zverev parce qu'il est très intéressant comme professeur de musique. Il a enseigné à Silotti, à Rachmaninoff et à Scriabin, autrement. C'est un monsieur qui les prenait chez lui à la maison, qui leur donnait à manger, qui les habillait, qui les prenait au théâtre et qui ne prenait pas un sou d'eux. Il a fait ça pour la musique. Et Scriabin est là assis, celui qui est assis là, et Rachmaninoff, vous le voyez debout, towering sur tout le monde, d'accord? Donc ça, c'est Rachmaninoff à Moscou. Et là, il dit qu'il parle vraiment d'un cas très religieux de ses élèves, qui n'a jamais pris un sou de nous, qui nous a traités comme des enfants. Alors maintenant, il va finir ses études à Moscou, et il va écrire un opéra en un acte. Un opéra qui va avoir le prix d'or, et qui va être si apprécié par Tchaïkovski que Tchaïkovski va vouloir le mettre à l'affiche avec son propre opéra Yolande. Donc à l'affiche, on va avoir le grand maître Tchaïkovski avec Yolande et le petit garçon qui va et avec son premier opéra qui s'appelle Aleko. Maintenant, Aleko est intéressant, pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un russe qui est tombé amoureux d'une gitane, qui va tuer l'amoureux de son amoureuse, disons, et qui va être mis au banc de la société tzigane, et qui va être mis aussi au banc de la société russe, parce que les Russes ne voulaient pas qu'il aille. Et on voit que dès son plus jeune âge, Rachmaninoff se sent mal en vie, mal en campagne. Il n'est pas bon avec les musiciens parce qu'il écrit comme le siècle dernier, et les Russes ne l'aiment pas, parce qu'il écrit trop moderne parfois pour eux. Alors, on va écouter un tout petit peu Aleko, et il a écrit ça quand il avait 19 ans, et celui qui la voix, c'est la voix de Chaliapin. Donc ça va être, il y avait un peu de discernement, mais ça c'est 1933.
Écrire ça à 19 ans, il faut le faire. Et ça, c'est chaque Alors, il disait, je suis russe, ma mère, c'est la mère aussi, je ne peux écrire que comme les Russes. Je voudrais que vous gardiez ça en tête, parce qu'on va en parler dans quelques instants. I am a Russian composer, my motherland determined my temperament and worldview. My music is the brainchild of my temperament, so it is Russian. Alors, à 19 ans, il écrit son premier opéra, qui est couronné par la médaille d'or. Mais il écrit aussi, ce que vous voyez ici, prélude en C mineur, en Do mineur. Et ce prélude-là va le hanter pendant toute sa vie. Parce que chaque fois qu'il va être dans un concert, les gens vont demander à écouter ce prélude. Chaque fois qu'il va aller quelque part, on va lui poser des questions à propos de ce prélude qu'il a écrit à l'âge de 19 ans. Il est mort à l'âge de 70 ans. Et c'est ce prélude-là qui va le hanter pendant toutes ces années-là. Alors, même, ça c'est, on est ici en 1919. Okay? Donc, ça c'est 20 ans après qu'il ait écrit. On parle de Rachmaninoff, The Man Who Wrote the C-Sharp Minor Prelude. On oublie tout de lui, on dit c'est lui qui a écrit le fameux prélude. Chez les Américains, ils sont bons pour faire. Alors, on va écouter le prélude. Avant de l'écouter, je ne sais pas qui de vous a vu Blacklist sur Netflix. Alors, quand un prélude rentre sur Netflix, ça veut dire inédit. Et vous voyez ici, I'd imagine it to be a challenge playing Rachmaninoff's C-sharp minor prelude down to the C-sharp. It would be. donc, même ce prélude-là, on l'a utilisé sur Netflix. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter le prélude enregistré en 1923 par Rachmaninoff lui-même. Et là, ce que je voulais faire, c'est que Rachmaninoff était un des premiers musiciens à enregistrer ses compositions sur Telak. Il était un des premiers musiciens à enregistrer ses compositions sur des pianos mécaniques. Alors maintenant, je vais vous faire voir le fantôme de Rachmaninoff. Vous allez voir comment les notes vont, comme si Rachmaninoff était assis devant le piano. Il y a une fausse note, et le monsieur qui est là, il va vous faire ça, c'est une fausse note, vous l'écouterez vous-même. Alors ça, c'est Rachmaninoff, ok? Et regardez le prélude joué par Rachmaninoff. C'était la fausse note. Ok? Bon. On va passer outre. Bon. En 1894, il écrit sa première symphonie. La première symphonie est dirigée, en 1897, elle est dirigée par Balakirev, qui était complètement sourd, et c'est la catastrophe. Et puis, un de ces 5 musiciens, écrit, s'il y avait un conservatoire en enfer, qu'on avait demandé à quelqu'un d'écrire une symphonie sur les 7 plagues, comment c'est ça? Les pestes, les plagues, sur les 7 plaies d'Égypte, okay, et que M. Rachmaninoff l'aurait écrit, il aurait eu le premier prix en enfer. Donc, il a vraiment massacré, jusqu'à ce qu'il vienne complètement déprimé. Et un jour, on lui dit qu'il y a Tolstoï qui allait être présent, et Chaliapin le prend pour aller chanter devant Tolstoï. Et là, Rachmaninoff se dit, bon, on se remet en scène, et il va écrire de la musique sur un poème qui s'appelle Le Destin, et qui est basé sur Beethoven. Alors maintenant, je vais vous faire écouter ce que Rachmaninoff a joué au piano, qui a été chanté par Chaliapin,
chanté par Charles Yakin, d'accord? Et ça s'appelle Le Destin. Alors, tout le monde applaudit, tout le monde, sauf une personne qui est assise dans le coin, et c'est Tolstoï. Tolstoï était le héros de Rachmaninov. Et Rachmaninov lui-même dit, 1 heure s'est passée sans que personne ne puisse parler. Tolstoï était assis, personne n'osait bouger, personne n'osait dire quoi que ce soit. Puis Tolstoï qui lui dit, jeune homme, j'ai à vous parler. Alors Rachmaninov qui va chez lui, il dit, bon, ben, c'est maintenant qu'il a assimilé ce que j'ai dit. Et Tolstoï lui dit, j'ai à vous dire que je n'ai pas aimé du tout toute cette foutaise, que je n'aime pas cette musique du tout. Et je peux vous dire aussi que Beethoven aussi peut aller se faire voir en enfer. Alors, on pourrait être déprimé pour moins que ça. Donc, Rachmaninov, qui a eu un four complet pour la première symphonie, et puis un autre four devant son héros, va rentrer sur soi-même, il va être déprimé, il va être traité par hypnothérapie, par ce monsieur-là, qui était professeur d'Al. Professeur Dahl est important parce que quand professeur Dahl a quitté la Russie en 1925, à cause de la révolution, il est venu s'installer à Beyrouth. À Beyrouth. Et son fils a dirigé le conservatoire national libanais de Beyrouth. Donc nous avons une certaine connexion avec Rachmaninov. Les Russes blancs. Les Russes blancs, exactement. C'était en quelle année ça devait être? Lui, il est venu en 1925. Alors, grâce à Dahl, il va s'en sortir. Et il va finir par se marier avec sa cousine. Parce que l'Église orthodoxe ne voulait pas qu'il se marie avec sa cousine. C'était impossible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour se marier avec sa cousine? Il s'est fait marier par un prêtre de l'armée, qui lui pouvait le marier en catimini. Donc il se marie avec Natalia et il va écrire le second piano concerto. Et il y a quelques années, en Angleterre, ils ont fait un census. Quel est the nation's favorite classical work? On a demandé à tous les Anglais quel est le morceau de musique que vous préférez. Et c'était le second piano concerto d'Rachmaninov. Donc, après toutes ces années-là, en Angleterre, c'était le morceau préféré des Anglais. Et vous l'avez ici, c'était en 1900, et il avait 27 ans. Alors, je vous avais dit qu'on va l'utiliser dans un film très important, avec Marilyn Monroe, The 7-Year Itch. Et là, on va écouter un tout peu plus que d'habitude parce qu'il faut écouter ça. On ne peut pas ne pas l'écouter. Et voilà. Good old Rachmaninoff. The second piano concerto. Never misses. I'm so glad. Rachmaninoff. The second piano concerto. It isn't fair. Not fair. Why? Every time I hear it, I go to pieces. Elle va fumer la cigarette avant. Please do. Ça, c'est le second piano concerto. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire écouter le piano concerto un tout petit peu au concert,
puis vous faire écouter quelque chose de très intéressant pour que vous puissiez voir le génie de ce que Rachmaninoff a fait. Shakes me. It quakes me. It makes me feel goosepimply all over. I don't know where I am, or who I am, or what I'm doing. Don't stop. Don't stop. Don't ever stop. Alors maintenant, on va l'écouter au concert. Mais on va falloir arrêter, mais je voudrais vous faire écouter, entendre quelque chose. Et ça, ce sont aussi les cloches. Alors maintenant, écoutez les violons quand ils rentrent. C'est très important. Écoutez bien les violons, s'il vous plaît. Alors, c'était un succès impressionnant. Rachmaninoff était au piano. Le neveu de sa maman, son ami Alexandre Siloti, dirigeait l'orchestre. Et quand ce piano concerto a été imprimé, il l'a dédicacé et il l'a dédié à Dahl, à son médecin, qui a pu le sortir de cette déprime. Alors maintenant, ce que je vais vous faire écouter, c'est une dame qui a joué au Bustan, et elle va jouer seulement la partie piano. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, votre propre cerveau va faire rentrer les violons. Et que vous allez vous demander, est-ce que je les écoute ou est-ce que je les imagine? Alors maintenant, ce qu'on va écouter, excusez-moi, c'est le second mouvement du même piano concerto qui est tout aussi beau et qui a aussi été utilisé dans beaucoup de chansons. Et une des chansons, c'est Only the Lonely Heart, pour ceux qui connaissent. Alors ça, c'est le second mouvement. Tous, vous ne savez pas que c'était de Rachmaninoff peut-être. Ça, c'est le second mouvement, le second piano concerto de Rachmaninoff. All by myself. Alors, en 1906, il va aller à Dresde. Il va devenir chef d'orchestre à Dresde. Et il va écrire là-bas L'île aux morts. Et ça, c'est intéressant parce que, pourquoi écrire L'île aux morts? Parce qu'il avait vu cette lithographie de Böcklin qui s'appelait L'île aux morts.
et vous voyez en bas, il y a un bateau avec un monsieur debout et un cercueil. There is a boat with a coffin on it. Et cette litho, on sait que Freud en avait une dans son bureau, on sait que Lénine en avait une, on sait que Hitler en avait acheté une copie, et il y a un auteur qui a dit, Nabokov a dit que dans chaque maison de Berlin, il y avait une reproduction de cette litho, je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, on va écouter L'île aux morts qu'il a écrit à Dresde. Et vous allez écouter au début, c'est comme si on venait en bateau avec les rames, avec le Dies Irae en background. D'accord? Ça, c'est le Dies Irae. Comme si on ramait. Et ça aussi, c'était un de ses morceaux favoris. Donc on se rend compte que ce que Rachmaninoff aimait n'était pas forcément ce que nous aimons. Il aimait ça, il aimait les vêpres, et il aimait les cloches. Et on voit ici, il écrit d'une certaine façon qui vient même avant le 19e siècle. Bon, maintenant, il y a Ivanovka, qui est ce qu'elle a reçu en dot de son mariage. Il va écrire son 3e piano concerto. Il va l'écrire pour les États-Unis. Il va le jouer aux États-Unis lui-même. Il va le jouer dirigé par Mahler, non other than Mahler. Mais le dédicataire du 3e piano concerto lui dit il est trop difficile à jouer, je ne le jouerai jamais. Et c'est un piano, alors ça c'est Ivanovka, là il a écrit, lui, le second concerto, et certaines personnes se reconnaîtront, il adorait les voitures. Chaque année, il achetait une nouvelle voiture. Et ça, c'est lui dans sa voiture, dans ce domaine-là. Donc, ce qu'on va écouter maintenant, c'est un jeune prodige de 17 ans qui était venu à Augustin, qui va nous jouer la finale, du 3e piano concerto. Et je crois qu'on va tous avoir besoin d'une cigarette.
Nachman qui disait qu'il ne pouvait pas jouer ce piano concerto-là parce qu'il n'avait pas eu le bonheur de l'apprendre quand il était jeune et qu'il ignorait la peur. Donc, alors maintenant, on va passer au vêpres de Rachmaninov. Au vêpres de Rachmaninov, et je me permets ici d'avoir une pensée émue à un ami que vous connaissez tous peut-être, maître Antoine Tony. Allez, ça, les maîtres. Tony Aboud. Maître Antoine Aboud, excusez-moi, ça j'ai bloqué. Antoine Aboud, parce que Antoine Aboud, qui était avocat, je l'ai rencontré au Vêpres, ici à Beyrouth. Et on va écouter ici une des pièces que Rachmaninov aimait, et où il y a aussi les carillons. Ça à 42 ans. Et c'est de la musique que remonte au début du 19e, pour ne pas dire du 17e siècle, à 42 ans. Et puis il y a eu la terreur. Et la terreur en Russie, en décembre 1917, Rachmaninov, sa femme, sa fille, prend un traîneau ouvert, un open sledge, et il va faire le trajet pour s'enfuir en Finlande. Et tout ce qu'il va prendre avec lui, c'est quelques livres pour aller s'installer en Finlande. Et les bolcheviks vont aller à Ivanovka, ils vont tout détruire. Il va avoir toute sa vie détruite complètement. Il va devoir recommencer à nouveau à 43 ans dans les pays scandinaves. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il disait « Je suis russe et ma musique est russe ». Et il a dit en ce moment-là, quand j'ai quitté la Russie, je n'ai plus eu envie de composer. J'ai laissé ma musique derrière moi. Et pendant toutes les années qu'il va vivre, de l'âge de 43 ans à l'âge de 70 ans, il va écrire 6 morceaux. Tout ce que nous avons écouté maintenant, c'était en Russie. Les quelques morceaux qu'on va écouter d'ici la fin de notre temps ensemble, qui ne va pas trop tarder, okay, ça va être écrit en Europe et aux États-Unis. Mais son cœur était en Russie. Et c'est pour ça, quand je vous ai dit qu'Alec, quand il avait écrit ça à 19 ans, c'était comme si c'était prémonitoire. Les Russes ne voulaient plus de lui, et l'Occident ne savait pas quoi faire de lui. Et là, on va écouter la rhapsodie sur un thème de Paganini qu'il a écrite pour pouvoir le jouer aux États-Unis. Parce qu'en ce moment-là, pour se faire de l'argent, pour pouvoir vivre, il a commencé à être pianiste. Donc il composait pour le piano. Il est devenu pianiste. Donc après avoir été compositeur et chef d'orchestre, maintenant il redevient pianiste. Et c'est intéressant parce que ça, c'est des variations qui vont commencer par une variation, pas par le thème. Alors écoutons ce que Rachmaninov fait de ça. Ça, c'est le même produit, je vais le faire qui avait 17 ans tout à l'heure. Celle-là, on va l'écouter maintenant. C'est la variation 28, 18.
c'est Rachmaninoff. C'est de la musique. Et il a écrit ça quand il était loin de chez lui, quand il peinait à se faire de l'argent. Alors, quand il s'est fait assez d'argent, il a bâti une villa sur le lac Léman, où il a reproduit à l'exact sa villa d'Ivanovka. Et il a appelé cette villa-là la villa Sénat. SE pour Sergei, NA pour Natalia, R pour Rachmaninoff. Et il a fini par écrire à Rachmaninoff cette musique-là. Là-bas, ils ont dit enfin qu'il avait trouvé un havre de paix. Sauf que, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la guerre. Et qu'il a été obligé de tout laisser et d'aller aux États-Unis et de s'exiler à Beverly Hills. Les deux derniers morceaux que nous allons écouter aujourd'hui sont des États-Unis, des écrits aux États-Unis. Le dernier morceau c'est ça, les danses symphoniques. Et dans les danses symphoniques, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui maintenant a déjà dépassé la soixantaine, qui va remettre dans ses danses symphoniques des thèmes de sa première symphonie, celle qui a été des thèmes, des verbes que lui tenait à cœur. Mais il va faire aussi rentrer de nouveaux instruments, comme le saxophone alto. Il y aura aussi le dies irae, il faut qu'il y ait. Donc ça, c'est l'avant-dernier morceau que nous allons écouter. Saxophone. Donc c'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, va avoir le courage et le génie d'introduire des instruments de jazz dans une symphonie classique. Et je voulais que vous écoutiez ça. Le dernier récital de Rachmaninoff a eu lieu à Knoxville, aux États-Unis, en 1943. Il avait 70 ans. Et on a fait cette statue à Knoxville pour commémorer ce dernier concert d'un grand. Et au pied de la statue, il y a les paroles en latin et la musique du dies irae. Parce que ça, c'était ce que lui, il avait utilisé pendant toutes ces années-là. Et on se rend compte que bien que Rachmaninoff ait quitté la Russie ne l'a jamais quitté. Et comme si c'était prémonitoire, le dernier morceau que lui, il est joué, qu'on va écouter maintenant, joué par Rachmaninoff,
Et ça sera le seul morceau qui ne sera pas de Rachmaninov, mais joué par Rachmaninov. En fait, c'est la marche funèbre, de Chopin. Donc on va finir avec la marche funèbre de Chopin jouée par Rachmaninov. Enterré à New York et il est enterré et près de lui il y a sa femme et sa fille. Ils ne se sont jamais quittés et c'est pour ça que je vous ai fait voir le film au début où il dansait avec sa femme et sa fille. Ils ont été ensemble pendant toutes ces années-là, ils ne se sont jamais quittés et je vous remercie pour votre temps, pour votre présence. Il concerto, Encore. Je crois que personne ne peut rien redire, sauf merci. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour la